Fabien Oppermann, qui va nous parler de l'histoire des arts à l'école, état des lieux, vaste problème. Fabien Oppermann est inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 2018. Il est chargé de l'histoire des arts, après avoir dirigé de 2005 à 2017 la mission des archives et du patrimoine culturel de ces mêmes ministères. Il a contribué comme directeur du Collège néerlandais de la Cité internationale universitaire de Paris à la restauration complète de ce bâtiment moderniste classé monument historique. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l'histoire du patrimoine et des lieux de pouvoir, notamment Le Versailles des présidents, paru chez Fayard en 2015, et Dans les châteaux de la République, chez Talandier en 2019. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre invitation et pour parler de l'école. C'est toujours un plaisir, quand on est inspecteur général, de parler de nos élèves, de nos professeurs. Alors, je suis un peu gêné parce que, du coup, ça va être beaucoup moins, je pense, stimulant et beaucoup moins drôle que Nadège Lannéry d'Agen ou Léa Saint-Raymond, parce que finalement la cause des problèmes mentionnés par les deux précédentes intervenantes, c'est peut-être finalement moi et de manière générale l'éducation nationale. Donc je vais essayer de vous faire, alors les images seront beaucoup d'images d'illustration, donc vous verrez un peu moins d'œuvres d'art, et je m'en excuse, qu'avec Nadège Lannéry d'Agen et Léa Saint-Raymond, parce que l'idée c'est de voir justement comment nos élèves appréhendent l'histoire des arts. Jean-Noël Brett disait que l'histoire des arts n'intéresse pas grand monde, et bien notre rôle à l'école, au sens large, école, collège, lycée, c'est d'essayer justement de montrer que l'histoire de l'art, l'histoire des arts, c'est quelque chose qui est accessible à tous, et non seulement qui l'est, mais qui doit l'être. L'histoire des arts à l'école a une histoire complexe. D'abord, on la confond souvent avec les arts plastiques. On la confond avec l'histoire, on la confond avec la musique, qu'on appelle éducation musicale chez nous, et pourtant c'est un enseignement qui a une place à part, avec des apprentissages, avec des programmes qui sont spécifiques, avec des méthodes également qui sont propres à l'histoire des arts, et avec des professeurs qui sont volontaires pour enseigner cette discipline. Elle est également souvent perçue comme, une discipline plaisir. Vous savez, synonyme un peu de farniente, de sortie au musée, au concert, au théâtre, et du coup que certains professeurs, pas tous, ont tendance à considérer comme la danseuse de l'établissement ou de l'école, en disant bah oui, mais toi finalement tes élèves tu les emmènes au musée. Non, derrière il y a un enseignement avec des pratiques qui sont strictes, qui sont rigoureuses et qui sont évidemment au service des élèves et de ce qu'ils apprennent. L'objectif général de l'histoire des arts à l'école, c'est de donner aux élèves une conscience commune. Cette conscience d'appartenir à une histoire des cultures et des civilisations inscrite dans les œuvres qui jalonnent l'humanité. C'est une approche qui est toujours pluridisciplinaire. C'est un enseignement qui, notamment au collège et au lycée, est délivré par plusieurs professeurs. Et orienté vers les arts au pluriel. Il ne s'agit pas, et ça on a souvent des débats avec nos collègues et amis du ministère de la Culture, il ne s'agit pas strictement de l'histoire de l'art. Nous tenons à l'éducation nationale à l'appellation l'histoire des arts, parce que ça n'est pas uniquement l'histoire des beaux-arts, et donc des arts figurés, peinture, sculpture, gravure, dessin, mais c'est aussi l'histoire de la musique, l'histoire du théâtre, l'histoire du cinéma, l'histoire de la danse, étudier tout cela par le prisme historique. Selon les classes, selon les âges, selon la maturité des élèves, selon la progression des élèves, c'est un enseignement qui vise d'abord, premier objectif,
à acquérir les bases d'une éducation de la sensibilité. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est évidemment fondamental que les élèves puissent se familiariser avec les lieux artistiques, les lieux du patrimoine, avec notamment une fréquentation régulière des lieux de la culture, des lieux des arts, et par l'acquisition des codes de ces lieux. Ça peut être stressant quand on n'est jamais allé au musée de dire comment on se comporte dans un musée, comment on se comporte au théâtre, comment on se comporte dans un concert de musique classique, quand est-ce qu'on applaudit, quand est-ce qu'on n'applaudit pas. Tout ça, ce sont des codes de l'art, des codes artistiques que les élèves, avec leur propre sensibilité, doivent pouvoir acquérir. On le sait, hein, je parlais des applaudissements au concert de musique classique, c'est très normé. Après, quand quelque chose nous plaît, quand on voit une œuvre qui nous plaît, quand on écoute une œuvre qui nous plaît, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas applaudir parce que ça nous plaît ? Pourquoi pas ? Et ça, tout cela, cette sensibilité, on doit pouvoir l'apprendre aux enfants. Ça permet de développer des attitudes qui permettent aussi d'ouvrir sa sensibilité. On peut, Nadège Anéry-Dagen a parlé de Mondrian tout à l'heure, un élève qui découvre pour la première fois un tableau de Mondrian va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on me dit que c'est dans un musée et que ça vaut des dizaines de millions d'euros. Je comprends pas. Eh bien, c'est cette acquisition progressive de non seulement ce qu'est l'art et de comment ça nous parle, comment ça nous plaît, qui est fondamentale pour pouvoir donner cette éducation à la sensibilité, avec évidemment, et je vais y revenir, tout le bagage cognitif qu'il y a derrière. Si Mondrian, vous le savez bien mieux que moi, si Mondrian peint des tableaux à forme géométrique, il ne s'y est pas mis du jour au lendemain. Il n'a pas fait un tableau purement figuratif le lundi, et le mardi, il s'est dit « Tiens, je vais faire des lignes et des parallélépipèdes ». Non, il y a une progression dans l'histoire, et ça aussi, ça fait partie de l'éducation à la sensibilité. La fréquentation des œuvres, j'ai mis cette photo qui est une photo d'illustration, la fréquentation des œuvres est essentielle pour développer cet aspect. C'est-à-dire la confrontation directe avec l'œuvre d'art, pour la montrer. On parlait de la sculpture tout à l'heure. C'est vrai que la sculpture dans un livre, c'est difficile. La sculpture, dans l'idéal, il faut pouvoir la contourner, il faut pouvoir, si possible, la regarder de haut, la regarder d'en bas, la regarder de près, de plus loin. Et donc, cette fréquentation des œuvres d'art est évidemment essentielle. On a eu, à l'Éducation nationale, comme dans l'ensemble de la société, des difficultés là-dessus avec les confinements, la crise sanitaire de 2020-2022, où les élèves, pendant un temps, étaient cantonnés chez eux, et pendant une bonne partie de l'année 2020-2021, avec des lieux de culture, des lieux d'art, des musées qui sont restés fermés. Et donc pour cet apprentissage d'histoire des arts, ça a été très compliqué, ça a été pallié autant que possible par tout ce qui est mis en ligne par les musées notamment, mais c'est vrai que cette approche directe de l'œuvre d'art est essentielle. Deuxième objectif, des objectifs d'ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l'œuvre d'art pour avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l'œuvre. Son format, ses matériaux, sa fonction, sa charge symbolique. Ça permet aussi de distinguer des différents types d'expressions artistiques avec leurs particularités matérielles et formelles, leur rapport au temps, leur rapport à l'espace. Ça permet évidemment d'établir des liens, à nouveau, on parlait de liens tout à l'heure, des liens et des distinctions entre des œuvres qui peuvent sembler différentes, qui peuvent sembler éloignées et qui pourtant peuvent être liées, soit par leur époque, soit par leur ère culturelle. Ça permet de comprendre la différence entre la présence d'une œuvre, le contact avec elle, et l'image que donne d'elle une reproduction ou une captation, un enregistrement. Troisième et dernier objectif global, donner à l'élève
des repères qui vont construire son autonomie d'amateur. C'est-à-dire lui donner à connaître une sélection d'œuvres emblématiques du patrimoine mondial de l'Antiquité à nos jours pour comprendre leur genèse, comprendre leur réception, comprendre leurs codes, comprendre pourquoi elles sont une forme de symbole, pourquoi elles sont importantes dans l'histoire des arts, pourquoi aujourd'hui elles continuent à nous parler, 500 ans, évidemment la Joconde, 500 ans ou 600 ans après, eh bien pourquoi cette œuvre est emblématique et de quoi elle est emblématique. Donc ça permet cet objectif, ce troisième objectif, de posséder des repères culturels liés à l'histoire et à la géographie des civilisations qui permettent d'avoir conscience des ruptures, conscience des continuités, conscience aussi des circulations dans l'humanité, et puis aussi, évidemment, maîtriser un vocabulaire qui permettra de s'exprimer spontanément et personnellement sur des bases raisonnées, des bases connues. Alors tout cela, évidemment, on ne le fait pas en quelques mois, on ne le fait même pas en un an ou en quelques années, ça se construit sur plusieurs années avec une ambition grandissante à mesure que l'élève acquiert des savoirs, acquiert des connaissances, acquiert une appétence pour la discipline et une maturité pour aborder l'ensemble de ces thématiques, avec leur dimension esthétique, bien sûr, mais aussi leur insertion dans la sphère sociale, culturelle. On n'aborde pas de la même manière des œuvres à caractère religieux entre un élève de primaire et un élève de lycée. De la même manière pour des œuvres à caractère sensuel ou sexuel. La compréhension de l'œuvre est évidemment différente entre un enfant de 8 ans, 8-10 ans, et un enfant de 17-18 ans. Un jeune, je ne sais pas si on dit un enfant de 18 ans. Dans nos programmes, l'histoire des arts s'entend généralement sans limite géographique. Alors c'est complexe, avec des champs d'études qui vont au-delà du monde occidental. C'est un enjeu pour nous, un enjeu de formation de nos professeurs, parce qu'évidemment, et ça a été dit également tout à l'heure, nous avons globalement des professeurs qui sont bien plus connaisseurs, bien plus habitués, qui ont une appétence plus grande pour l'art occidental que pour des aires géographiques qui semblent plus éloignées, et surtout qu'on a moins eu l'habitude de connaître, soit à l'école, soit même dans sa formation d'adulte. L'enseignement de l'histoire des arts à l'école existe formellement depuis 1993 au lycée, avec ce qu'on appelait une option de spécialité accessible en filière littéraire pour ceux qui ont passé un bac dans les années 1990, il y en a peut-être quelques-uns. Donc il y avait une option spécialité histoire des arts à partir de 1993. En 2008, année très importante pour l'histoire des arts à l'école, le ministre Xavier Darcos a promu l'histoire des arts sur l'ensemble des cycles scolaires. L'histoire des arts en 2008 est devenue un enseignement obligatoire pour les élèves depuis l'école élémentaire, donc obligatoire en école élémentaire et au collège, je schématise, avec un programme dédié, spécifique, histoire des arts, mais très grande limite, qui n'est aujourd'hui toujours pas résolue, sans corps enseignant dédié. Donc il n'y a pas de professeur d'histoire des arts avec un professeur certifié ou agrégé en histoire des arts. Il n'y a pas de diplôme, enfin de concours en histoire des arts. Et surtout, pour l'école élémentaire et pour le collège, pas de volume horaire dédié. Donc sur une semaine de globalement 26 heures en 6e, on va demander aux professeurs au pluriel d'être de bonne initiative et d'appliquer ce programme quand ils le voudront. Donc c'est un sujet. En revanche, de 2009 à 2013, l'histoire des arts a bénéficié d'un vrai levier d'enseignement qui a beaucoup plu d'ailleurs. C'est qu'il est devenu une épreuve obligatoire du brevet des collèges, qu'on appelle maintenant le diplôme national du brevet. L'histoire des arts a été une épreuve orale obligatoire pendant 5 ans, à peu près, passée par tous les élèves de candidats au brevet, donc en 3e. À partir de 2013,
ça a été une des modalités d'oral parmi d'autres modalités. Donc les élèves ont eu le choix de passer ou pas l'histoire des arts à l'oral du brevet. Aujourd'hui, très peu, notamment avant le confinement, très peu le passaient au brevet, a fortiori s'il n'y avait pas d'enseignement pendant les 4 ans de collège. Bon. Il y a avec ces programmes quand même une véritable ambition pour ces élèves. L'idée, c'est qu'en fin de troisième, les élèves puissent maîtriser la connaissance d'œuvres appartenant au grand domaine artistique, maîtriser des repères géographiques, historiques, culturels, qui permettent autant que possible, on ne leur demande pas de connaître toute la production artistique, mais de maîtriser les grandes périodes et surtout les grands enjeux des arts dans le temps et dans l'espace, avec un vocabulaire spécifique, qu'un élève de troisième sache ce qu'est un musée, définition très complexe, ce qu'est un opéra, ce qu'est un tableau. C'est quoi un tableau ? Vous avez des élèves qui entrent en disant « mais moi j'ai des tableaux chez moi, c'est sous verre et c'est une affiche du dernier festival de je ne sais quoi, de pétanque. Voilà. Bon, est-ce que c'est un tableau ? Non. Est-ce que c'est une œuvre d'art ? Tout ça, ça se discute. Je le disais, la création de l'enseignement d'histoire des arts à l'école et dans les collèges a été complexe, parce que nous sommes dans un univers qui est très attaché aux disciplines. Le professeur d'histoire-géographie, il tient avant tout à enseigner l'histoire-géographie. Le professeur de français, certifié ou agrégé de lettres modernes, il tient surtout à enseigner le français. Pareil pour les mathématiques, je ne fais pas d'hierarchie entre les disciplines. Et donc l'arrivée de l'histoire des arts, enseignement pluridisciplinaire qui fait appel à l'histoire, qui fait appel aux arts plastiques, qui fait appel à la philosophie, qui fait appel aux lettres, aux langues, aux sciences également, la biologie, parce que l'histoire des arts, c'est aussi la conservation, la restauration des œuvres, qui fait appel aux sciences économiques et sociales, avec le marché de l'art, par exemple. Eh bien, tout ça, c'est venu un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette discipline obligatoire, dont l'enseignement est obligatoire, alors que moi, je veux juste enseigner l'histoire-géographie, les mathématiques, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons des équipes pluridisciplinaires à chaque fois. Quand on a... alors, à l'école élémentaire, il y a un enseignant qui prend en charge l'ensemble des disciplines, c'est presque plus simple, mais au collège, ce sont plusieurs professeurs qui, dans un monde idéal, vont se partager ce programme d'histoire des arts, un petit coup en histoire, un petit coup en lettres, un petit coup en langue, par exemple, pour délivrer le plus possible de ce programme. Ces professeurs, on va leur demander de passer non pas un diplôme particulier, mais ce qu'on appelle une certification. La certification en histoire de l'art, cette fois-ci, qui est une sorte de label. Oui, vous avez fait l'effort, vous vous êtes formé pour pouvoir enseigner l'histoire des arts au collège et au lycée. C'est quelque chose, les professeurs qui sont engagés dans cette discipline, et il y a une inspectrice territoriale dans la salle qui pourra le confirmer, les professeurs sont très investis dans cet enseignement, ils aiment enseigner l'histoire des arts, et ce qui est fondamental pour nous, c'est que les élèves le ressentent. Les élèves sont heureux, généralement, en cours d'histoire des arts. Je n'ai pas parlé du lycée. Au lycée, il y a donc aujourd'hui des enseignements optionnels, c'est-à-dire c'est une option, ce n'est plus un enseignement obligatoire. Les élèves vont choisir l'histoire des arts au lycée, en tout cas dans les lycées qu'ils proposent, en seconde, en première, en terminale. Et en première et terminale, l'histoire des arts est même en enseignement de spécialité. Vous avez peut-être entendu parler, si vous avez des enfants qui étaient au lycée ces 5 dernières années, ou des petits-enfants qui étaient au lycée ces 5 dernières années, de la réforme du baccalauréat. Alors, je ne suis pas là pour promouvoir la politique de qui que ce soit, mais je vous l'explique en 2 mots. La réforme du baccalauréat, ça a été d'introduire des enseignements extrêmement exigeants en première et en terminale, en cassant les filières scientifiques, littéraires et économiques, et en proposant une douzaine de spécialités
mathématiques, sciences et vie de la Terre, sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, langue vivante, etc. Avec un volume d'enseignement très important, 4 heures pour chaque spécialité, il fallait en choisir 3 en première, et 6 heures en terminale, il fallait en choisir 2. Parmi la douzaine de spécialités existantes, eh bien, le choix a été fait de proposer l'histoire des arts. Je vais y revenir. En première, donc, les élèves doivent choisir 3 spécialités, ils n'en gardent que 2 en terminale. Quand je dis que c'est important, il y a un volume horaire qui est important, il y a des programmes, je vais y venir, qui sont très ambitieux, et il y a surtout un coefficient au baccalauréat pour chacune de ces spécialités qui est extrêmement fort, puisque chaque épreuve de spécialité, donc il y en a 2 au baccalauréat en terminale, compte coefficient 16. Donc il ne faut pas se tromper dans le choix des spécialités. Du coup, le principe de la réforme, c'est de choisir des spécialités sur lesquelles l'élève est conseillé par ses professeurs et parfois par les familles, estime être compétent, c'est-à-dire avec de vraies connaissances et compétences à faire valoir dans cet enseignement, mais surtout des vraies appétences. Avant, vous étiez bon élève, on disait, tu vas faire un baccalauréat scientifique. Vous aviez des élèves qui adoraient la littérature, qui adoraient le latin, qui adoraient l'anglais, l'histoire, etc. Bon élève, tu vas faire scientifique. Avec scientifique, de toute façon, tu pourras tout faire derrière. Certes, mais à quel prix ? Moi, je parlais de mon cas. Je n'étais pas un mauvais élève, j'étais plutôt un élève à l'aise au lycée. Et on m'a dit, tu feras scientifique. J'avais horreur des mathématiques. Horreur des mathématiques. J'espère qu'il n'y a pas de spécialiste de maths. Et je ne dis pas de mal de maths, mais des maths, en tout cas, ce n'était pas vraiment mon truc. J'adorais le français, j'adorais le latin. Et j'ai été convoqué chez le proviseur en disant, mais pourquoi vous ne voulez pas faire scientifique ? Eh bien, parce que je veux faire du français et du latin. Avec cette réforme du baccalauréat, normalement, le goût de l'élève, ses appétences sont bien plus, normalement, prises en considération. Chaque année, on a à peu près 2800 élèves de première qui, depuis la réforme du bac, choisissent la spécialité Histoire des Arts. 2800 élèves sur le territoire. C'est pas beaucoup sur un volume de 800 000, à peu près, élèves. On est à peu près chaque année entre 0,8 et 0,9% du spectre. C'est pas beaucoup, mais évidemment, l'histoire des arts n'a pas vocation à rivaliser avec les mathématiques. Mathématiques, c'est à peu près 37%. J'ai pas les chiffres de cette année, mais les années précédentes, à peu près 37% d'élèves qui choisissent les mathématiques. L'idée, c'est pas de rivaliser, c'est pas non plus de former 200 000 historiens de l'art. On ne serait pas mécontent d'avoir 200 000 historiens de l'art. Encore faut-il pouvoir derrière, et on va y revenir, les insérer dans le monde professionnel. Donc nous, en tout cas, avec mon collègue qui est également en charge de l'histoire des arts à l'Inspection générale, on est plutôt satisfait de ces chiffres. Le chiffre qui nous plaît le plus, c'est le taux de poursuite de cette spécialité en terminale, puisque à peu près 70 à, selon les années, 75-78% des élèves poursuivent la spécialité Histoire des Arts en terminale, alors que statistiquement, on a 3 spécialités en première, puis 2 en terminale. Alors, à nouveau, je ne suis pas un grand mathématicien, mais la moyenne, normalement, c'est 66%. Vous m'arrêtez si je me trompe. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fans de mathématiques non plus dans la salle. Ça me rassure. Donc ce chiffre, ce taux de poursuite nous satisfait, parce que ça veut dire que les élèves qui sont engagés dans cet enseignement en première, ils trouvent leur compte et veulent le poursuivre pour le passer au baccalauréat, le cas échéant, pour en faire un objet dans leur projet d'orientation ou d'études supérieures. Ça veut dire aussi que l'enseignement qui est délivré, notamment par les professeurs, et je veux leur rendre hommage, leur plaît aussi.
On a des professeurs qui sont très investis et très largement bien investis au-delà du volume horaire devant élèves et de préparation des cours qui est la règle. Vous savez, il y a toujours cette blague du conjoint du professeur en vacances. Vous avez le professeur qui dit « Ah, une église, tiens, on va aller la visiter. Ah, un musée, on va aller le visiter. » Pour les professeurs d'histoire des arts, c'est totalement vrai. Ils voient une expo, ils y vont sur leur temps personnel pour préparer un cours, même sans pouvoir y emmener leurs élèves, mais pour l'auto-formation qui servira à leurs élèves. L'histoire des arts, donc, est une discipline passion pour les élèves et pour les professeurs. Contrairement aux mathématiques qui étaient auréolées d'une forme de prestige, en disant ça mène à tout les mathématiques. Non, l'histoire des arts ne mène pas à tout, c'est vrai, mais on peut y aller en étant passionné par les arts, par l'histoire des arts. Et derrière, donc ça veut dire qu'on le choisit par goût de la culture, goût des œuvres, goût de l'art, et le cas échéant, en ayant un projet d'orientation et de poursuite d'études dans ce domaine. J'en discutais avec Léa Saint-Raymond tout à l'heure, pas forcément pour être conservateur du patrimoine ou pour être professeur en histoire de l'art à l'université, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels on peut utiliser l'histoire de l'art pour en faire on va dire une forme de métier. Ça peut être l'aménagement, la valorisation du territoire, ça peut être l'architecture, ça peut être le secteur du tourisme, ça peut être le conseil parfois même aux entreprises, dans tout ce qui est définition du design d'entreprise. Il y a de multiples possibilités qui prennent en compte justement la combinaison des enseignements de spécialité qu'on a choisi en première et en terminale. Alors, je ne vais pas du tout regarder l'heure, mais comme vous nous avez dit qu'on avait le temps, hein, je continue. Je le disais, au collège, c'est complexe à mettre en place, faute de volume horaire dédié et de corps enseignants dédiés, donc on progresse autant que possible. Le niveau du collège, c'est le moment où on va acquérir les repères, la méthodologie. Plus que d'autres disciplines, l'histoire des arts fait appel à la méthode comparative, au repérage des rapprochements, aux similitudes, aux parentés et aux influences. De même, en histoire des arts, le travail de l'expression orale est fondamental. D'écrire ce qu'on voit, d'écrire ce qu'on perçoit, d'écrire ce qu'on ressent avec le vocabulaire adapté. Ça, ce sont des éléments qu'on peut acquérir au collège. C'est l'acquisition des méthodes de médiation. Voilà, j'ai une œuvre d'art, je décris comment je la vois, ce que je perçois, ce que j'en sais aussi, en termes de date de création, d'artiste, etc., et ce que j'en ressens. Donc c'est une discipline qui permet l'expression des savoirs et de sa sensibilité, ce qui est très utile pour une nouveauté également du baccalauréat, qui est l'épreuve du grand oral. Vous en avez peut-être entendu parler si vous avez des enfants et des petits-enfants qui vous ont dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ?» Donc le grand oral, où on doit parler d'un des enseignements des spécialités qu'on a suivis, mais sans images. Et alors là, on a des élèves qui disent « Mais moi, je suis en spécialité mathématiques. Si je n'ai pas un tableau où je peux dessiner mes formules mathématiques, comment je peux en parler ?» Et justement, parce qu'on n'évalue pas dans cette épreuve du grand oral le contenu, on évalue l'oralité. C'est une épreuve d'oral et non pas une épreuve orale. Eh bien, en histoire des arts, on a des élèves qui sont préparés à cela. S'ils ont eu la chance d'avoir des professeurs engagés dès le collège, eh bien, ils sont habitués à parler de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent. Et moi, c'est un exercice souvent que je conseille aux professeurs quand je les rencontre. Je leur dis, mais demandez à vos élèves de parler de leur tableau préféré. Voilà. On a tous dans la salle un tableau, une œuvre, qui est notre œuvre un peu fétiche. On n'a pas le droit de le dire, je ne sais pas si on le mettra en couverture de notre livre, mais on a un tableau. Moi, il y a un tableau de Le Greco, que j'adore, qui est au Metropolitan Museum, qui est une vue de Tolède, la vue de Tolède de Le Greco. C'est un tableau que je trouve extraordinaire. Je n'ai pas assez de temps pour vous le décrire, si vous ne le connaissez pas, mais l'exercice est très bon. Parce que justement, il faut donner envie à notre interlocuteur d'aller découvrir ce tableau. Est-ce que ce tableau tel que je décris correspond à l'image qu'il va s'en faire ? Et donc, nos élèves en histoire des arts vont être préparés à cela. Donc, d'être au plus près des œuvres. D'être également
au plus près de ce qu'on appelle, nous, le patrimoine de proximité. En histoire des arts, c'est fondamental d'appuyer l'enseignement sur son environnement, son propre environnement. Son environnement, ça commence dans sa ville, ça commence dans son collège ou dans son lycée, qui lui-même peut être une œuvre d'art, une œuvre d'architecture. On a développé des outils, et notamment pour les professeurs des écoles, mais ça peut être utile pour le collège, sur connaître le patrimoine de proximité. Alors, c'est l'église, c'est le lavoir, c'est les plaques de rue, parfois. Vous avez à Toulouse de très belles plaques de rue anciennes qui sont extraordinaires. C'est ça, c'est pas forcément la cathédrale Notre-Dame, c'est pas forcément la Joconde, c'est tout simplement donner à voir ce qui est autour de nous. Et c'est déjà ça, l'histoire des arts, l'enseignement d'histoire des arts. Et donc, peu à peu, c'est l'apprentissage des lieux, l'apprentissage des méthodes de l'art, ce qu'est un artiste, son statut, sa dimension sociale, l'art dans sa dimension économique. Et donc tout ça, au fur et à mesure qu'on progresse jusqu'en terminale, on complexifie un petit peu tout cela avec, et je vais y revenir, une vraie ambition sur les programmes de terminale. Le programme de spécialité terminale aujourd'hui, donc volume horaire de 6 heures hebdomadaires, il y a 3 sujets. Il y a 3 thématiques. Les 3 thématiques, c'est un artiste en son temps, c'est art, ville, politique et société, et c'est questions et enjeux esthétiques. Et pour chacune de ces thématiques, on a ce qu'on appelle le programme limitatif, où on va proposer pendant 2, 3, 4 ans un sujet. Donc pour un artiste en son temps, l'idée, c'est d'étudier l'œuvre d'un artiste au regard de son époque. Ça présuppose une chose, ces 3 thématiques quand même, c'est que l'élève qui arrive en terminale spécialité Histoire des Arts, il possède préalablement le bagage chronologique, méthodologique et artistique suffisant pour pouvoir appréhender cela. Quand on étudie pendant un tiers de l'année donc l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson, l'œuvre de Tina Modotti, là, donc deux photographes, lorsqu'on étudie pendant un tiers de l'année Auguste Perret, là c'est le moment sympa où j'ai mis des photos d'œuvres, ou Henri Matisse, ça suppose qu'il faut déjà connaître la période d'Henri Matisse. Pareil pour Auguste Perret, savoir ce qu'est l'histoire de la reconstruction, etc. Donc on est sur des dimensions de programme extrêmement ambitieuses. Depuis donc les artistes étudiés, là je vous en ai donné 4, on peut rajouter aussi sur ces dernières années, il y a eu Eisenstein, il y a eu John Cage, donc c'est pour vous montrer la variété des possibles en histoire des arts, et depuis 2020, l'artiste qui est étudié donc chaque année par les élèves en terminale, c'est Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, une artiste à la croisée des arts. Donc ça nous plaisait bien justement parce qu'elle fait le lien entre le design, l'architecture, la photographie. Le lien, elle-même n'était pas peintre, mais elle a beaucoup travaillé avec des peintres notamment comme Fernand Léger. Donc c'est un sujet extrêmement vaste. On a parfois des difficultés avec les compositeurs ou les cinéastes parce que pour les élèves, il faut que les œuvres qu'ils ont à étudier soient aisément accessibles. Or, pour un cinéaste comme Eisenstein, trouver des films en accès libre quand ils sont chez eux, etc., c'est pas toujours simple. Deuxième thématique, art, ville, politique et société. L'idée, c'est d'étudier des sujets qui font entrer les arts dans leur interaction avec la société. Il y a eu plusieurs thématiques. Donc là, je vous en ai mis 2. L'Art nouveau, les années 50. Il y avait également eu Berlin, destruction, recréation, représentation et vie artistique depuis 1945. Et depuis 2020, le sujet de art, ville, politique et société, c'est le voyage des artistes en Italie du XVIIe au XIXe siècle. Alors pourquoi on a choisi ce thème ? Ça va vous paraître bizarre, mais depuis 1993, donc depuis la création de l'enseignement d'options à l'époque et maintenant de spécialité histoire des arts au lycée, l'Italie n'avait jamais été en soi un objet d'étude. Il y avait eu l'Allemagne, il y avait eu les États-Unis, il y avait eu, je crois, l'Angleterre, il n'y avait jamais eu l'Italie. Or, et à nouveau, je ne veux pas faire de hiérarchie entre les aires géographiques, mais l'Italie est tout de même un pays dans lequel la dimension artistique doit pouvoir être appréhendée, et on l'a étudié sous le prisme non seulement
esthétique, artistique, de création évidemment, mais aussi sociale, culturelle, sur le voyage des artistes. Donc c'est pas uniquement les influences, c'est aussi les influences, les écoles, le mécénat, etc. Mais c'est toute la vie quotidienne des artistes qui entreprennent ce voyage, qui reviennent ou pas. On parlait, je crois, de Nicolas Poussin tout à l'heure. Voilà, le rôle de l'Italie chez Nicolas Poussin, entre autres. Je vous ai mis cette affiche d'exposition. Le voyage en Italie de Louis Goffier, l'exposition vient de se terminer à Montpellier, et je crois qu'elle se poursuit au musée de Poitiers dans les semaines qui viennent, parce que notre idée, c'est aussi, autant que possible, de coller à l'actualité. Coller à l'actualité tout simplement pour que les élèves puissent disposer de ressources. Le catalogue de cette exposition aujourd'hui est une ressource d'étude pour nos élèves de terminale. Dernière thématique au programme, les questions et enjeux esthétiques. Thématique donc, qui fait appel à l'environnement culturel, historique et social, mais elle s'appuie surtout là sur la production artistique, sur les artistes et sur leurs œuvres. Pendant 5 ans, on a eu ce sujet extrêmement vaste, l'art et le sacré. Il est d'autant plus vaste qu'il n'a pas de limite chronologique ni géographique. Ça, c'est l'une des exigences du programme. C'est pas moi qui ai écrit les programmes, mais la thématique questions et enjeux esthétiques s'entend sans limite géographique et chronologique. Donc, il y a eu pendant 5 ans ce sujet extrêmement vaste qui aurait pu rester 10 ans, 20 ans, 50 ans sur l'art et le sacré. On peut en parler et renouveler son cours chaque année, tellement le sujet est vaste. Ça permettait, ce sujet, nous on l'aimait bien parce que ça permettait d'arrimer l'art et l'histoire des arts à des enjeux d'éducation citoyenne, liés notamment à la laïcité, à la présence des religions dans la société, ce qui, à l'école, et vous le savez notamment à Marseille, est un enjeu d'apprentissage pour les élèves. Donc ça montre aussi que l'histoire des arts est un enseignement qui est pleinement ancré dans les enjeux sociétaux actuels. Donc pour remplacer cela, il fallait une thématique ambitieuse, tout aussi ambitieuse, et nous avons choisi, il y a 1 an, de le remplacer par Femmes, Féminité, Féminisme, qui est un sujet... Allez, je crois qu'il y a beaucoup de dames dans la salle, donc je ne le prenez pas mal, mais c'est entre guillemets tarte à la crème parce qu'on en entend énormément parler en ce moment. La place des femmes dans les arts. Alors c'est évidemment la production des artistes femmes. Il y a une exposition qui ouvre ou qui va ouvrir sur Rosa Bonheur à Bordeaux. On en parle de plus en plus sur vous savez, on dit mais et dans votre musée, est-ce que vous avez des artistes femmes dont les œuvres sont exposées? Ah, on n'en a pas beaucoup, tiens, on les avait mises en réserve. Ah, on les avait mises en réserve. Pourquoi vous les aviez mises en réserve? Donc ça permet d'interroger tout cela. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Pourquoi elles sont en réserve? Pourquoi on en parle moins? Pourquoi on en a moins parlé? Parce que souvent, je veux dire des femmes artistes, le geste féminin artistique, il est attesté depuis des siècles. Peut-être des millénaires, je ne sais pas, mais c'est pas aujourd'hui qu'il y a des femmes artistes. Niki de Saint-Phal c'est pas la première femme artiste, mais peut-être aussi parce que pendant des siècles, on les a cantonnés à un rôle un peu secondaire. Je prends l'exemple de Camille Claudel. Camille Claudel, évidemment, qui, elle, est passée à la postérité, mais elle l'est passée aussi dans cette dimension de relation au maître, qui un peu l'a mangé, voyez. Cette dimension, femme, féminité, féminisme, c'est pas uniquement les artistes femmes, c'est aussi les femmes muses, les femmes modèles. C'est aussi les femmes dans l'art et dans l'économie de l'art, les femmes mécènes, les femmes scientifiques. On en parle beaucoup parce qu'il y a pas mal de recherches sur ce sujet. L'une de celles qui a le plus contribué à la sauvegarde, autant que possible, des collections spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, une femme qui a eu un courage énorme, Rose Valland, voilà, femme scientifique qui a très fortement contribué à l'histoire de l'art. Je termine, j'espère que je n'aurai pas été trop long, sur
des enjeux quand même. J'ai l'air de vous dire que tout se passe bien, hormis un peu au collège. Alors évidemment, pour nous, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le cycle 3 et le cycle 4, c'est-à-dire la moitié de l'école élémentaire et le collège. On l'a dit, c'est un enseignement obligatoire, l'histoire des arts, mais qui n'a pas toujours les moyens de pouvoir être décliné. À l'école élémentaire, on s'en sort. Il y a un seul maître, et donc c'est à lui d'organiser son enseignement. C'est lui qui, en histoire, en français, va introduire des notions d'histoire de l'art. Et c'est essentiel à ces âges-là, entre 8 et 10 ans, 8 et 11 ans, pour pouvoir développer la curiosité des élèves dans leur environnement. En revanche, le collège est une période plus complexe à bien des égards, avec des programmes qui sont très chargés dans de nombreuses disciplines et dans lesquels il n'est pas toujours aisé de faire une place à l'histoire des arts. Aujourd'hui, pour être objectif, l'histoire des arts au collège existe très faiblement, à l'état de trace. On essaye, avec les inspecteurs territoriaux qui font un travail sur le terrain remarquable, on essaye de les mobiliser, mais ça n'est pas toujours très simple. Il y a un enjeu de renaissance de cet enseignement à cet âge, parce que pour que l'éducation à la sensibilité et à l'environnement artistique ne soit pas abandonnée à la fin de l'école élémentaire, et le cas échéant repris, si on fait ce choix, à l'entrée au lycée. Le deuxième enjeu, c'est de maintenir les effectifs. Je disais à peu près en spécialité première, 2800 élèves. Ça se maintient depuis 4-5 ans, donc là on est assez satisfait de cela. Il ne faut pas en perdre. Lorsqu'il y a un lycée qui propose cet enseignement, ça fonctionne. Mais on a aujourd'hui 2 académies qui n'ont plus de lycée dans lesquels on peut faire la spécialité Histoire des Arts. Parmi ces 2 académies, et je le dis, c'est pas pour les dénoncer, parce que c'est pas simple. Il y a celle de Limoges qui perd des élèves chaque année. Et donc, derrière, ouvrir l'enseignement de spécialité, ça veut dire faire des choix. Ça veut dire peut-être ne pas ouvrir un autre enseignement qui est peut-être plus demandé. Et l'autre, et j'en suis moi très triste personnellement parce que j'y ai des attaches, c'est l'Académie de Dijon. Dijon, Beaune, vous avez énormément de ressources culturelles, patrimoniales de proximité. Eh bien aujourd'hui, l'Académie de Dijon n'a plus de lycée qui propose la spécialité Histoire des Arts. Donc, le maintien de cet enseignement reste fragile. En volume élève, c'est stable, mais en revanche, en structure qui offre cet enseignement, nous, notre rôle à l'inspection générale, c'est de veiller justement avec les recteurs et les rectrices qu'on puisse maintenir cet enseignement. Il y a évidemment l'enjeu de la reconnaissance de cet enseignement comme étant un enseignement à part entière, avec cette articulation avec l'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne, qui est plutôt bien développé. Il y a des structures, de nombreuses démarches qui permettent de déployer l'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire et hors temps scolaire, avec l'aide des collectivités territoriales notamment. On a un outil qui s'est créé à Guingamp en Bretagne, qui est l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, qui permet de fédérer, on va dire, les énergies sur l'EAC. L'histoire des arts participe de cela. Et donc il faut vraiment travailler de concert avec toutes ces structures, État, l'INSEAC, les collectivités territoriales, les partenaires culturels, les musées, les théâtres, les salles de spectacle, pour continuer à ce que l'histoire des arts soit présente. Dernière chose, on l'a un petit peu évoqué, la liaison avec l'enseignement supérieur. Tout ce qu'on fait, c'est évidemment pour développer la sensibilité, l'esprit critique, les facultés d'expression écrite et orale, mais c'est aussi pour réussir son orientation. L'éducation nationale, elle est là pour accompagner les élèves, et c'est pas à 18 ans, hop, je ferme la porte et débrouillez-vous. On a collectivement un enjeu à construire l'avenir de nos élèves, et ceux qui choisissent l'histoire des arts, eh bien, il faut pouvoir les accompagner dans ces projets d'orientation, en étant honnête, en disant tout le monde ne sera pas conservateur du patrimoine. Mais il y a peut-être d'autres pistes, et ça, il faut qu'on puisse travailler aussi avec les structures d'enseignement supérieur, universités, grandes écoles, etc. En conclusion, on a des professeurs motivés, je l'ai dit, et vraiment ils le sont, et si vous en croisez, n'hésitez pas à leur rendre hommage, parce qu'ils font un travail formidable. On a des élèves qui sont en histoire des arts, quand ils sont très motivés, qui se rendent compte
de cette utilité sociale, culturelle, même personnelle dans leur expression. On a de vrais enseignements ambitieux sur les contenus, sur les partenariats, avec une diversité des profils sociaux. Il ne faut pas penser, c'est faux, que seuls les élèves des classes aisées vont choisir Histoire des Arts au lycée. C'est plutôt assez bien réparti. En tout cas, notre souhait, c'est que ce ne soit pas justement réservé aux classes aisées, mais que ça puisse profiter, que les bénéfices de cet enseignement puissent profiter à tous. Voilà, je vous remercie.